Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit une femme brillante, ambitieuse et ultra engagée dans un domaine qui nous concerne absolument tous, la fiscalité et les impôts. Cette femme, elle n'a que 26 ans, mais elle est déjà à la tête de plusieurs sociétés. Chez elle, la sécurité, c'est une histoire de famille. Ses parents protègent les biens, elle protège votre fiscalité. Diplômée en droit, en ingénierie fiscale, en éducation financière et en management, elle enseigne aussi dans plusieurs écoles de commerce. Elle a créé son cabinet de conseil fiscal, puis Impôt Assist, une structure dédiée à l'accompagnement des particuliers dans leurs déclarations. Bref, vous allez le voir, un parcours inspirant que j'en suis sûr, vous ne voulez pas manquer. Alors, abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout pour ne rien rater de nos prochaines interviews. Impôts, erreurs, crypto, immobilier, retrouvons tout de suite Manon, fondatrice de Impôt Assist, pour connaître tous les secrets sur la fiscalité et ce que personne ne vous dit. Bienvenue Manon. Merci. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir ici au studio Oracris. Il faut savoir que tu as quand même baigné dès l'enfance dans l'entrepreneuriat. Tu avais justement aussi tes parents qui étaient dedans, comme j'ai pu le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça t'a transmis concrètement, le fait de baigner depuis très jeune dans l'entrepreneuriat? Que la relation client est au cœur de l'activité. Globalement, en fait, les clients nous font vivre et c'est très, très important d'avoir une très bonne relation avec nos clients et de leur apporter une étude vraiment personnalisée. Mes parents le faisaient et à l'heure actuelle, moi aussi, je le fais. Il faut savoir quand même qu'à seulement 26 ans, tu es à la tête de plusieurs structures. Tu as fait de nombreux investissements immobiliers, comme on a pu en parler. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que quand on ouvre une boîte, quand on entreprend des choses, on a souvent ce syndrome de l'imposteur quand on est jeune, ou en tout cas, on le ressent. Est-ce que toi aussi, tu l'as eu, ou au contraire, justement, tu as éprouvé une sorte de légitimité naturelle par rapport à ça? Alors, ni l'un ni l'autre, même si on pense sur la légitimité dans le sens que ça me permet en fait d'être au plus proche de mes clients en entreprenant et en étant aussi investisseuse en immobilier, pardon. C'est représentatif de ce que vivent mes clients au quotidien, que ce soit voilà, dans la gestion de leur entreprise ou dans la gestion de leur investissement. Je vis exactement les mêmes choses qu'eux, donc ça me met ses pieds sur terre. Aujourd'hui, tu enseignes, tu conseilles, tu gères. Sincèrement, enfin, c'est quoi ton moteur à 26 ans pour être autant passionné, autant dévoué à tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends? C'est réellement la passion de la matière. En fait, globalement, si on n'est pas passionné, c'est difficile de transmettre, c'est difficile d'être pédagogue. Et à l'heure d'aujourd'hui, la passion guide vraiment autant mon enseignement que mes relations clients et que la gestion de l'entreprise. C'est quoi qui te plaît sincèrement dans la fiscalité? Je dis ça parce que pour beaucoup de Français, c'est quand même très complexe, mais je pense qu'il y a quand même ce truc que quand tu connais les lois, quand tu connais les petites astuces, c'est aussi je pense un vrai plaisir, mais à la fois pour toi, pour accompagner tes clients, parce que tu te sens légitime de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, en tant que femme entrepreneuse à 26 ans, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la fiscalité? Alors globalement, c'est le fait, que c'est une matière qui bouge tout le temps. Beaucoup de lois, sont émises, au cours d'une année. On a la loi de finances, tous les ans qui renouvelle notre fiscalité. Donc c'est le fait en fait d'être toujours, à même et à l'écoute de toute l'actualité. Donc c'est hyper intéressant. Puis en fait, ça touche vraiment tout notre quotidien, que ce soit les enfants, le mariage, les investissements immobiliers et cetera. C'est vrai qu'en fait, de A à Z, on est tout le temps, en relation avec la fiscalité dans notre vie. C'est vrai que, comme tu me disais tout à l'heure, tu enseignes. Heu, c'est quoi que tu dis à justement à tes étudiantes ou à tes étudiants? Parce que, je pense que tu te revois aussi à travers eux en étant plus jeune et ils ont sûrement aussi ce goût pour la fiscalité, pour, tout ce qui est impôt, pour tout ce qui est, aussi, les lois. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, quand tu as, par exemple, une jeune fille de 19-20 ans qui hésite aujourd'hui à entreprendre, notamment dans le domaine du droit fiscal qui, et peut-être je peux me tromper, mais pour y avoir été aussi, il y a beaucoup d'hommes quand même dans ce milieu. Donc qu'est-ce que toi tu peux leur dire justement par rapport à ça? Que de toute façon, il faut qu'ils fassent, par passion. Je pense qu'aujourd'hui, on entreprend encore mieux lorsqu'on est passionné et globalement, c'est vrai que pour les femmes et les jeunes femmes, précisément, c'est vrai que le droit fiscal est très masculin. Même quand on voit les grandes entreprises, les directions fiscales, et financières, c'est beaucoup d'hommes. Donc c'est vrai qu'avoir une légitimité en tant que femme et jeune femme, c'est difficile, mais encore une fois, si on est passionné, qu'on est rigoureuse et persévérante, on y arrive toujours. Parmi toutes tes casquettes, bon, il y en a une qui va nous intéresser, particulièrement aujourd'hui, c'est Impôt Assist. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va pas se mentir, la déclaration d'impôt et là on est en plein dedans aujourd'hui, c'est un moment de stress et de complexité pour beaucoup de Français. Et je crois qu'avec cette société, tu vas nous l'expliquer, tu proposes vraiment une solution à la fois concrète, humaine, pédagogique pour les aider à s'en sortir, voire même à optimiser. C'est pas vraiment
qu'un simple service, mais c'est aussi un vrai partenaire fiscal pour toutes celles et ceux que tu accompagnes. Tu as lancé Impôt Assist, je crois savoir, on le disait tout à l'heure, sur un coup de tête. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et surtout, je crois savoir que c'était en pleine période fiscale l'année dernière, donc je pense qu'il y avait quand même aussi un peu de boulot. Et ça, c'est peut-être ton âme d'entrepreneuse qui, voilà, toujours aussi, quand on est entrepreneur, c'est ça, on veut toujours, dès qu'on ressent qu'il y a un besoin quelque part, il faut y aller, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est peut-être que ce que tu as ressenti aussi à ce moment-là. Alors oui, en fait, c'est venu, donc à la base, j'ai mon cabinet de conseil et je traite avec des partenaires, CGP, experts comptables et j'ai un ami expert comptable qui me dit: «Manon, je suis débordée par les déclarations d'impôts, j'aime pas faire ça, c'est pas ma spécialité, on est en période de bilan, c'est pas évident déjà» et il me dit: «Ce serait vraiment top si tu proposes ce service-là, tu es spécialisée en plus là-dedans donc je pense que tu as la légitimité pour le faire» et je lui dis: «Mais oui, mais Yvan, la période fiscale, elle a débuté il y a 2 semaines. C'est un peu chaud quand même. Et il me dit: «Oui, mais c'est maintenant qu'il faut faire les choses». OK, en 10 jours, on a monté la société. Je me suis fait agréer par l'État, on en parlera plus tard pour ce qui est du service à la personne et j'ai dit: «Bah, feu, on y va» et puis de toute façon, c'est le top de se lancer en plein milieu. Et c'est surtout courageux. Est-ce que tu te rappelles à ce moment-là peut-être de ton premier client aussi, pour expliquer aussi à nos auditeurs sur quoi tu peux les accompagner et surtout, c'était quoi le défi à ce moment-là? Moi, ça a été un cobaye, mon premier. Mmh. Mais malgré en fait, voilà, que le fond, on le maîtrise à la perfection, en fait, c'est la forme, c'est, quel processus on va mettre en place, concrètement pour que le service soit simple, efficace et hyper ludique. Donc ça a été vraiment, voilà, comment on va gérer la prise de rendez-vous, comment on va récupérer les documents, comment on va établir la déclaration. Donc ça a été vraiment, mon cobaye en termes de processus. Est-ce que tu t'attendais aussi que, ça prenne aussi vite et est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là auprès des Français? Alors, je m'attendais pas que ça prenne aussi vite étant donné le timing, d'ouverture de la boîte. Pour autant, tu vois, c'est en discutant avec toi que je me rappelle de quelque chose. Il y a, de nombreuses années, j'ai passé une petite saison à l'administration fiscale où j'étais auxiliaire pour aide, justement à la déclaration et c'est là que je me suis rendu compte que les gens avaient beaucoup, beaucoup de difficultés à la remplir et ils sont extrêmement stressés de peur de faire une erreur ou d'oublier quelque chose. Oui, il y a un réel besoin et c'est pour ça, en fait, que ça a pris, de l'ampleur. Est-ce que tu as plus des jeunes, plus des actifs, plus, des retraités aussi? Tu accompagnes, tout le monde? Est-ce que tu centralises peut-être, tu accompagnes, peut-être plus des entrepreneurs? Comment ça se passe par rapport à ça? Mes clients, c'est vraiment un véritable panel, des contribuables parce que j'accompagne, les étudiants qui n'ont jamais fait leur déclaration d'impôt et c'est la première donc ils aimeraient bien comprendre. Surtout que les jeunes sont très friands, en fait, de comprendre maintenant, tous ces mécanismes. J'ai les couples mariés, les familles, j'ai les investisseurs immobiliers, j'ai les étrangers qui ont des biens aussi en France, j'ai les retraités donc finalement, en fait, on touche tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis et je rebondis dessus. Parce que tu dis: «Les jeunes sont très friands de comprendre» et je crois savoir que enfin, c'est pas je crois savoir, c'est que j'en suis sûr parce que tu es aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que tu mets un point d'honneur à expliquer aussi et quand je dis vulgariser, c'est de faire comprendre ce qu'est aussi la fiscalité et ça, c'est pour toi aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai virage que tu penses qui est important aussi dans les années à venir dans le domaine de la fiscalité? Ah oui, complètement. En fait, moi, j'ai eu la chance dans mon parcours, on va dire, au lycée, d'avoir, déjà quelques notions un petit peu en fiscalité. C'est d'ailleurs dès ce moment-là que je me suis dit: «Mais ça m'intéresse vraiment» et en fait, je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, devraient apprendre, vraiment les bases de la fiscalité parce que c'est quelque chose que, de toute façon, on ne peut pas éviter dans notre vie et ça me semble essentiel que tout le monde soit sensibilisé, encore plus les jeunes et on se rend compte finalement sur les réseaux sociaux que les jeunes sont friands, des investisseurs, des personnes qui font du e-commerce, de la fiscalité. Ils sont, et en fait, cette ouverture sur les réseaux sociaux, concrètement, ça les aide aussi à comprendre tout ça. Tu le sais, aujourd'hui, le gouvernement français, il envisage de supprimer l'abattement fiscal, notamment de 10% sur les pensions de retraités dans le cadre du budget 2026, afin de réduire le déficit public. Je te dis ça parce qu'on sort d'un week-end de Pâques, je vois mon grand-père, et puis le grand-père, il était en folie parce qu'on va lui enlever ses 10%. Pourquoi je veux venir à ça? Parce que c'est quelque chose qui va toucher sûrement beaucoup de retraités. Moi, j'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça, parce qu'on parle quand même de supprimer un avantage fiscal vieux de 45 ans, au moment où l'inflation, on le sait, pèse lourd déjà lourd sur les retraités. Toi qui es experte dans le domaine, moi j'aimerais savoir un petit peu ton avis sur ça. Est-ce qu'on s'attaque pas, selon toi, un peu encore une fois aux mauvaises personnes?
Alors, en termes de texte, on nous dit cet abattement de 10 il est applicable autant pour les, salariés que pour les personnes, à la retraite. Pour les salariés, on l'appelle, l'abattement de frais professionnels. Pour les retraités, on lui donne pas de nom. Donc, on peut pas, le supprimer pour dire: «Oui, ils n'ont pas de frais professionnels». C'est pas vrai, on lui donne pas de nom, donc c'est presque un cadeau qu'on fait. À l'heure d'aujourd'hui, si, l'État décide vraiment d'aller en ce sens, je pense que c'est pas une bonne chose dans le sens que déjà avec la réforme des retraites, l'inflation, tu l'as dit, c'est pas la peine de toucher encore plus à nos retraités qui ont cotisé, qui ont travaillé dur et ça me semble éthiquement parlant très compliqué. Est-ce qu'il existe dans notre système fiscal des niches ou des règles complètement folles ou absurdes, ou méconnues, peut-être, que personne ne soupçonne et qui pourraient vraiment avoir un véritable impact sur la vie des Français, peut-être même sur la vie quotidienne, le pouvoir d'achat? Malheureusement, il y en a beaucoup et il y a encore 3 semaines, j'ai appris quelque chose d'incroyable. J'étudie une taxe foncière d'habitation, donc la taxe foncière, on la paye dès lors qu'on a un bien immobilier, donc ça concerne quand même pas mal de Français et quand on regarde, en fait, comment est calculée la taxe foncière, elle est assise, en fait, sur les mètres carrés de la maison, ce qui est tout à fait normal, mais en fonction des éléments de confort, on va rajouter des mètres carrés taxés. À l'heure d'aujourd'hui, ces règles-là, c'est les mêmes règles qu'en 1970 ou même d'avant-guerre presque. Et concrètement, dès lors qu'on a accès à l'eau dans chaque pièce, dès lors qu'on a accès à l'électricité dans chaque pièce ou encore un toilette séparée, c'est un élément de confort. Par exemple, dans le cas de ma mère, on rajoute plus de 30 mètres carrés sur la taxe foncière à taxer et donc c'est une hausse énorme en fait de la base imposable. Et malheureusement, en fait, c'est indolore. Les gens ne le savent pas parce que bah, personne ne va avoir comment est calculée sa taxe foncière. Mais comment on peut le voir ça? Comment on le sait? Comment on le voit si on nous a rajouté quelque chose, et cetera? Parce Alors, que du coup, là, maintenant, je pense que tu as jeté un pavé dans la mare, tout le monde va se dire, va regarder sa taxe foncière, et cetera. Outre le fait conseiller d'appeler impôt assist et ça, bien évidemment. Comment on le voit ça concrètement? c'est très difficile en fait parce que c'est pas sur le papier de la taxe foncière qu'on va le voir. Il faut faire une demande de documents à l'administration fiscale. Il y a une étude très particulière parce que la taxe foncière, c'est un des impôts les plus difficiles à calculer et à reconstituer. Il y a très peu d'experts qui le font en la matière. Donc là, vraiment, il faut se rediriger vers quelqu'un qui est Ouais. spécialisé dedans. En France, je crois que c'est plus de 40 millions de personnes qui doivent faire leur déclaration. Dans le Var, c'est juste le 5 juin. Donc, il faut que je m'y mette d'ailleurs. Et je viendrai. Pourquoi c'est si compliqué, selon toi, aujourd'hui, de faire sa déclaration? Et surtout, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu peux retrouver dans les déclarations que tu peux faire ou les clients que tu peux accompagner? Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que déjà, il faut se le dire, malheureusement, la plateforme d'impôts.gouv est pas forcément très ludique. Il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a trop de choses sur les imprimés et ça nuit à la compréhension des gens. Mais aussi, en fait, le problème de la fiscalité, c'est que chaque situation est différente et amène à une fiscalité différente. Donc, ça perd un petit peu aussi les gens. Globalement, sur l'erreur qu'on peut voir, c'est beaucoup en termes de mariage ou de Pacs. Tu sais, la première année du mariage ou du Pacs, on peut faire soit une déclaration séparée, soit une déclaration commune. Et les gens, ils se disent, bon, bah, on est pacsé, on est marié, on fait direct la déclaration commune. Sauf qu'en réalité, il faut toujours faire l'arbitrage parce que des fois, il y a un gain d'impôt finalement à déclarer encore séparé. Même quand tu connais, il y a des choses qui sont extrêmement complexes parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps. Et si tu n'es pas dedans quotidiennement, c'est très important de se faire accompagner aussi pour ces impôts, mais que ça soit dans des déclarations plus légères, même je pense, que dans des déclarations beaucoup plus complexes. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet un peu plus, peut-être un peu plus pointu aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et ce qui se passe quand on a un compte à l'étranger et qu'on oublie aussi de le déclarer? Alors aujourd'hui, la France, elle a conclu de nombreux accords avec les pays étrangers de coopération. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle demande les informations bancaires à des pays étrangers. Le problème, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent les néobanques et les banques en ligne. Et souvent, ces banques en ligne, elles sont hébergées à l'étranger. N26 en Allemagne, Revolut en Angleterre. Donc concrètement, en fait, eh bien, il faut les déclarer, ces comptes. Et cette coopération, l'administration fiscale le sait. Et donc, il faut savoir que quand on a un compte bancaire à l'étranger qui est non déclaré, l'administration fiscale met une amende de 1 500 € par compte et par année. L'administration fiscale regarde tout et peut tout éplucher, notamment les réseaux sociaux où faut faire attention. Encore plus les réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, tu sais, on a en France un contrôle fiscal qui s'appelle l'ESFP. Et l'ESFP, on vient comparer ce que tu déclares sur ta déclaration d'impôt et ton train de vie. Donc, on va aller regarder tes comptes bancaires, ce que tu as fait si tu es allé en soirée au VIP Room à Saint-Trope. Tu vas regarder potentiellement les dépenses, etc. Et tu vas regarder les réseaux sociaux. Si tu t'affiches avec une belle voiture et que tu déclares rien,
bah, il y a un problème. Ça va les aiguiller, ils vont avoir des soupçons et c'est là où ils vont pouvoir fouiller beaucoup plus. Exactement et puis en plus, il faut savoir que le SFP, c'est un contrôle, qu'on ne connaît pas en quelque sorte tant que, on n'a pas reçu un avis qui nous dit, «Bah, vous avez fait l'objet d'un contrôle». C'est en fait, ils contrôlent ce qu'on appelle c'est un contrôle sur pièce. Donc ils vont regarder ce qu'ils ont à leur portée de main et puis ouais, les réseaux sociaux. Est-ce que tu accompagnes aussi aujourd'hui, peut-être des clients qui ont notamment des comptes crypto, genre Binance, Kraken et cetera? Est-ce que tu as déjà eu des clients un peu en panique à cause de ça? Parce que ça devient de plus en plus, entre guillemets, «à la mode», mais on voit de tout et de rien. C'est-à-dire qu'on voit des conseils, des mauvais conseils, donc c'est pour ça que est-ce que tu peux nous en dire un peu, aussi un peu plus par rapport à ça? La problématique de ça, c'est qu'on relève un peu de la même problématique des comptes bancaires à l'étranger, c'est que les comptes d'actifs numériques, on appelle comme ça, sont aussi basés à l'étranger qu'on doit déclarer. La problématique, c'est qu'en fait, quand tu crées un compte sur Binance, juste pour voir à quoi ça ressemble et puis bon, globalement, juste pour comprendre un peu les cryptos, ouais, bah, tu as déjà ouvert un compte d'actifs numériques et il faut le déclarer. Et donc, ça, bon, l'amende est un peu moins haute, elle est à 750 euros, mais en fait, la curiosité, eh bien, amène à une déclaration supplémentaire à faire et après, en dehors de ce compte bancaire à déclarer, ben, en fait, chaque transaction de crypto qu'on va faire, qu'on va convertir, c'est aussi une déclaration supplémentaire à faire. Est-ce que toi tu penses que, les cryptos, c'est l'avenir? Alors, En matière d'investissement notamment? oui et non. En fait, je pense que le système sur lequel est basée la crypto, donc le système décentralisé, je pense qu'on devrait beaucoup s'en inspirer. Aujourd'hui, tu vois, tu vas à la banque le samedi, elle n'est pas réouverte avant le mardi. Tout s'arrête, la France s'arrête bancairement parlant, tout un long week-end. La crypto, c'est H24, 7/7, pas de jour férié. Et concrètement, c'est des paiements en instantané à l'autre bout du monde. Et ça, c'est des choses qui pourraient vraiment aider notre économie. Après, pour parler de la crypto en elle-même, c'est encore trop volatile et c'est soumis malheureusement à voilà, Trump qui va parler d'un C'est ça. projet, Elon Musk qui va dire finalement je boycotte ci, je Mmh. boycotte ça. C'est la problématique de la crypto. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on pense que l'argent est facile. C'est important aussi de mesurer les risques qu'il peut y avoir comme tout investissement. Je pense que tu as des investissements qui sont, beaucoup moins risqués, mais aujourd'hui, c'est de diversifier énormément ses placements et c'est notamment ce que toi aussi tu peux conseiller à tes clients. Ah oui, concrètement, déjà, en crypto, je pars du principe qu'il faut mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Parce que voilà, c'est tellement volatile, mais c'est un placement diversifié qui peut amener Mmh. à de beaux gains. De beaux gains. Donc concrètement, oui, c'est deux poids, deux mesures. Est-ce que tu peux expliquer, et vulgariser, rapidement ce que c'est les frais réels et ça veut dire quoi concrètement? Pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas? Alors, on parlait tout à l'heure du fameux abattement de 10% qui est applicable aux salariés. Quand on ne déclare pas les frais réels, on a 10% en moins sur notre salaire net imposable. Si on déclare les frais réels, on va pouvoir déclarer le nombre de kilomètres qu'on va faire avec notre voiture chaque an, ce qu'on appelle aussi les indemnités pour repas, mais aussi pour certaines professions. Par exemple, moi, en tant qu'enseignante, je peux déclarer des ouvrages que j'ai achetés, des abonnements à des revues, etc. Pour le mécanicien, ça peut être ses tenues, le lavage de ses tenues, etc. Et tout ça, en fait, on va venir vraiment déduire les frais professionnels qu'on a engagés et qui n'ont pas été remboursés par l'employeur directement dans les impôts. Selon toi, dans quel cas, ça vaut vraiment le coup par rapport à un abattement peut-être classique? C'est un arbitrage à faire chaque année. Moi, c'est vrai que je regarde toujours quelle est la situation la plus optimale. Est-ce que c'est les 10%? Est-ce que c'est les frais réels? D'ailleurs, il faut le savoir, quand on utilise les frais réels, il faut garder tous ces justificatifs. Donc c'est-à-dire jusqu'au, ticket de péage quand on fait des Exactement. ouais, c'est ça, c'est vraiment, Une rigueur. une rigueur, une certaine organisation. Par contre, c'est important ce que tu dis, ça se regarde chaque année. C'est-à-dire que peut-être une année, c'est plus avantageux d'être aux frais réels et l'autre année, on fait l'abattement, mais peut-être qu'en regardant bien parce qu'on a été muté, parce qu'il y a eu un changement professionnel et cetera, c'est l'importance de se faire accompagner pour regarder toutes ces subtilités-là et se dire: «Peut-être que cette année-là, ça serait mieux, de passer aux frais réels». Exactement. Au niveau de la complexité par contre des frais réels, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus long en termes De de déclaration. oui, de Oui, déclaration, ouais, ouais. complètement, mais ça vaut le coup. Je te donne un exemple. Chez nous, on est quand même dans le Var, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans les Alpes-Maritimes. Moi, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Nice, par exemple, et on peut déduire jusqu'à 80 kilomètres maximum par jour. Si on fait 80 kilomètres par jour par le nombre de jours ouvrés de travail, ça fait 22 000 kilomètres, ce qui fait en fait qu'on peut déduire plus de 10 000 euros sur notre salaire imposable. C'est énorme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit cas client où vous avez fait, peut-être économiser aussi beaucoup d'impôts grâce à ça? Est-ce que tu as un exemple un peu concret peut-être à nous dire? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de trajets dans le cadre de son travail et justement où on est allé plafonner ce 80 kilomètres et sur un nombre de jours ouvrés énorme.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, là où il aurait dû payer ou être sur la tranche d'imposition à 30%, on l'a rendu non imposable. D'où l'importance aussi de se faire, entre guillemets, aussi encore une fois, accompagner. Est-ce que tu as pas une anecdote un peu aussi là pour, revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu what the fuck comme on dit à partager ou, je crois avoir entendu parler quand on en a discuté, d'un client qui voulait, déclarer peut-être des revenus pas très légaux, qui permettrait d'expliquer la pédagogie aussi derrière? Alors j'ai une connaissance, qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour une activité, illégale. Et en discutant, je lui dis: «Bon OK, ce que tu fais, c'est absolument pas bien et pas clair. Néanmoins, tu as tout déclaré, donc tu risques rien fiscalement». Et en fait, aujourd'hui, c'est un truc très important à comprendre, c'est que le droit fiscal, en fait, c'est une branche totalement à part du droit et elle se fout complètement de si l'activité, elle est légale ou non. Elle vient, juste imposer et si tu as bien déclaré, c'est nickel. Donc finalement, c'est pas un conseil à donner parce qu'il ne faut pas, réaliser des activités illégales ou illicites, mais finalement, en fait, il faut vraiment, déclarer tout ce qu'on gagne. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire ou nous donner une anecdote sur le fait que tu as évité à un client une erreur qui a peut-être coûté cher aussi à un client par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Bah, encore une fois, c'est une erreur commune qu'on a pu évoquer, déjà, précédemment, c'est les fameux comptes bancaires à l'étranger parce que, ils reviennent 3 ans en arrière, voire 10 si, le compte est hébergé sur un pays un peu à fiscalité privilégiée et si on fait 1 500, fois 3 déjà par un ou 2 comptes détenus parce qu'il y a toujours, le mari, la femme et potentiellement 10, enfin l'amende, elle est salée. Donc on est là en fait pour éviter ce type d'erreur et pour ajuster. Du coup, on réintègre potentiellement les comptes petit à petit ou on fait des rectifications pour justement lever en fait ce risque. Depuis le début du podcast, je vois que tu insistes beaucoup sur le côté aussi pédagogie. Pourquoi c'est important pour toi, et tu l'as dit un peu tout à l'heure, que les Françaises et les Français, que notamment les Varois aussi, qu'on comprenne la fiscalité? Bon, on a clairement un manque de connaissances dessus, hein, honnêtement, c'est quelque chose, comme, je te disais, qui nous guide au quotidien. C'est hyper important de comprendre, bah, pourquoi on paye et où va notre argent. En quoi Impôt Assist aujourd'hui dont tu es à la tête est différent des logiciels? Quand je dis logiciels, c'est des systèmes justement qu'on trouve sur le marché. C'est quoi la valeur ajoutée aujourd'hui que tu vas apporter avec Impôt Assist? Ah, concrètement, c'est l'accompagnement. Nous, aujourd'hui, on va vous assister en quelque sorte dans la souscription de la déclaration, mais on est là aussi pour vous faire comprendre et puis pour répondre aux questions. Et il y a que des fiscalistes derrière chaque dossier, c'est Ouais, ça? Ou ouais. tu parlais d'experts comptables aussi Non, tout à on l'heure? a vraiment que des fiscalistes et c'est ça, en fait, la force, c'est qu'on a vraiment des experts en la matière et on est capable de détecter la moindre omission, la moindre incohérence et du coup, on va lever certains doutes avec les clients directement. Même dans la fiscalité, tu sais, tu as des spécialités, notamment bah, sur la TVA, sur le patrimoine, etc. Là aussi, ça, vous avez connaissance de toutes ces spécialités-là. Et vous-même aussi, avec vos fiscalistes, vous êtes spécialisé dans chaque dossier qui pourrait être important, justement. Ah oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel assez large de nos connaissances en fiscalité qui touche tout domaine, immobilier, crypto, grands chefs d'entreprise, on va dire, investissement financier, on est vraiment, hyper large et c'est ce qui fait notre force. Peut-être en quelques mots, en quoi Impôt Assist aujourd'hui simplifie la vie des gens et des administrés aussi en général? Concrètement, faut se le dire et tu le disais en introduction, c'est une période hyper stressante pour les personnes. Dès qu'il s'agit des impôts, dès qu'on reçoit d'ailleurs, une lettre avec la Marianne, sur le courrier, on est toujours un peu stressé et donc on est là, en fait, concrètement pour, assister, déstresser cette période, essayer aussi, de la rendre un peu plus légère pour nos clients et surtout, en fait, d'être conforme aux attentes de l'administration fiscale. Donc, finalement, c'est de dire que si demain vous recevez une lettre avec la Marianne, sur l'en-tête, tout va bien. Généralement, c'est jamais bon. C'est soit les amendes, soit les impôts. Exactement. Et c'est quoi la plus grosse erreur peut-être que les gens font ou que tu as pu voir? On se dit: «Bon, de toute façon, j'ai besoin de personne, tout est pré-rempli, donc c'est fait». Bah, l'erreur, c'est de ne pas vérifier. En fait, c'est des montants qui sont déclarés par des organismes ou par les banques et si on vérifie pas, on peut avoir des incohérences et en fait, d'être taxé sur des montants qu'on n'a pas perçus. Il y a encore 2 semaines, je fais une déclaration d'impôt, à un proche. Je dis: «Mais, tu touché des sous de la sécu?» «Non, jamais».
Ah, bah, il y a une somme qui se balade dans la déclaration d'impôt et on a fait le point sur les relevés bancaires et sur les relevés de la Sécu qui n'a jamais été perçu. Si tu te trompes, tu te trompes. C'est-à-dire que les impôts vont pas te dire: Ah «Monsieur non. untel, vous vous êtes trompé, on vous rend des sous». Donc c'est pour ça que c'est super important quand même que tu le dises et je pense qu'il y a quand même une grosse majorité des gens où quand on se dit: «C'est pré-rempli, c'est OK», mais au final, c'est peut-être pas OK. Il y a quand même une marge d'erreur parce qu'en fait, en termes de salaire, ce sont, les comptables qui transmettent et l'erreur est humaine. Ça Mmh. arrive qu'aussi on ait des erreurs aussi sur les bulletins de salaire. Pour ce qui est des organismes, bah, il peut y avoir des incohérences au niveau des dates. Donc honnêtement, on n'est vraiment pas à l'abri d'une erreur et ça représente, je pense, plus de 5 Français sur 10 quand même. Pour quelqu'un qui est un peu plus aguerri, qui va investir notamment, comme on le disait tout à l'heure, en immobilier, en crypto, pourquoi c'est encore plus crucial justement de passer par Impôt Assist et de passer par vous? Parce que tu n'accompagnes pas forcément que des particuliers, on va dire lambda, c'est aussi des personnes plus aguerries qui ont peut-être connaissance approfondie aussi du système fiscal, mais qui ont besoin d'être accompagnés parce que justement, ils ont peut-être aussi envie d'optimiser aussi certaines choses. Attention, optimiser, je dis bien, il y a Oui. une différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Voilà, Exactement. je n'ai Très important de faire ouais. la différence. Alors, on va dire que l'immobilier et les cryptos, c'est vraiment nos 2 postes de spécialité. On est vraiment hyper spécialisés dedans et c'est très intéressant de faire appel à nous parce que, déjà, tout ce qui est immobilier et crypto, ce sont des matières avec beaucoup de subtilité et donc finalement, en mettant le nez, nous, on permet de, déceler des régimes mieux imposés ou des erreurs. On va pouvoir, voilà, conseiller aussi, finalement nos clients en disant: «Bon voilà, cet investissement-là, il est pas forcément hyper rentable, il faudrait changer ceci, cela». Donc en fait, en plus de finalement cet accompagnement déclaratif, on a aussi, une vision, globale de l'investissement lui-même. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que va coûter aussi votre service et ce qui va comprendre justement le parcours client peut-être aussi d'Impôt Assist quand on fait appel à toi et quand on fait appel à vous? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on fait toujours un premier rendez-vous gratuit. Moi, c'est quelque chose où je mets un point d'honneur parce que, ça me permet de connaître la personne, sa situation et de déceler, en fait, finalement, son besoin. Notre tarif plancher, c'est 180 € la déclaration et on augmente en fonction, voilà, de la complexité de la déclaration et donc une fois qu'on a fixé nos honoraires après ce premier rendez-vous gratuit, on fait un rendez-vous où on, fait le point sur tous les documents, nécessaires à l'établissement de la déclaration puis un dernier rendez-vous de restitution où on valide la déclaration et puis aussi on me pose toutes les questions et je fais aussi ma propre analyse sur la situation. Et tout à l'heure, tu parlais, d'agrément de l'État. Tu as cette particularité avec ce je crois notamment c'est ce qui te permet avec cet agrément de l'État, de ce crédit d'impôt de 50. Ça veut dire quoi concrètement pour le client? Est-ce que tu peux l'expliquer? Alors aujourd'hui, c'est une chance d'être qualifié de ce qu'on appelle service à la personne. Aujourd'hui, si une personne paye 200 € sa déclaration, l'année prochaine, elle pourra récupérer 100 € sur sa déclaration d'impôt au titre de ce crédit d'impôt. C'est-à-dire que soit on aura baissé le montant de son impôt grâce à ce crédit d'impôt, soit il sera carrément restitué. Je te parlais tout à l'heure d'optimisation et de fraude fiscale et je pense que les auditeurs, quand j'ai parlé de ça, j'ai pas envie qu'ils restent sur leur faim par rapport à ça. Est-ce que tu peux peut-être expliquer juste rapidement et sur quoi là en fait le curseur à un moment donné il bouge de l'optimisation à la fraude où on pense peut-être optimiser quelque chose et derrière en fait on bascule quand même sur le côté fraude fiscale. Alors, grosso modo, l'optimisation, elle est légale, puisqu'en fait, on joue sur les textes en quelque sorte pour, moins payer d'impôts. Aujourd'hui, la loi nous dit qu'on a le droit de choisir la voie la moins imposée. Ça, c'est, OK, en fait. La fraude, il y a un élément intentionnel de vouloir omettre, un revenu ou, de le cacher ou de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc c'est vrai que le curseur, en fait, il est pas évident à déceler et c'est pour ça que le professionnel est là justement pour dire bah là on est dans le cadre de l'optimisation et là on est dans le cadre de la fraude. Je te remercie pour, déjà pour ce podcast, pour la connaissance, que tu peux avoir sur ce sujet parce que moi je veux dire je te connaissais aussi d'avant à l'époque un peu plus jeune et je vois à quel point, aujourd'hui tu es épanoui dans ce que tu fais. Je trouve ça vraiment top. Tu es vraiment un exemple, notamment aussi pour les jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre et je pense que tu as ce côté aussi pédagogique comme tu le disais tout à l'heure et franchement continue parce que, voilà, je pense que tu as un grand avenir là-dedans et tu as réussi et je trouve que c'est quelque chose on en parlait avant quand on préparait ce podcast et c'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire. Tu réussis quelque chose qui n'est absolument pas facile à faire parce que quand j'étais dans ce milieu-là aussi, c'était la difficulté, c'est, de vulgariser aussi de ce côté fiscalité et quand un concept est difficile à comprendre, quand on arrive à le vulgariser et qu'on arrive à le faire passer, se dire: «Mais au final la fiscalité c'est simple»,
c'est qu'en fait, tu as tout gagné et tu as tout réussi. Et donc, c'est pour ça que je te dis, c'est avec grand plaisir que je me ferai aussi accompagner par toi. Je conseille aussi à tout le monde de venir te voir, notamment dans le cadre d'Impôt Assist, des sociétés que tu peux avoir. Merci en tout cas à toi, Manon, pour ce podcast, pour ces échanges. Je pense aussi que nos auditeurs seront servis avec tout ce que tu as pu avec tout ce que tu as pu nous dire. Merci à toi. Merci, Chris. La période fiscale, c'est une période très stressante pour tout le monde. On a peur de l'oubli, on a peur de l'incohérence et forcément du contrôle fiscal. Aujourd'hui, Impôt Assist est là pour assister et accompagner dans la déclaration d'impôt. Notre valeur principale, c'est pour vous de comprendre ce que vous déclarez et ce que vous payez. L'avantage vraiment qu'on a aussi à Impôt Assist, c'est d'avoir accès à un fiscaliste qui est spécialiste en la matière pour finalement vous mettre en conformité dans votre situation fiscale. Et pour ça, en plus, juste avec nos honoraires à moins 50%. Si tu pouvais supprimer un truc dans notre système fiscal, ça serait quoi? Les droits de succession sur la maison familiale. Le mot que tu entends le plus souvent quand tu dis fiscalité? Contrôle fiscal. La question la plus bizarre qu'on t'ait posée sur les impôts? Généralement, c'est en matière de déductibilité de charges. Les gens veulent passer des billets d'avion pour Ibiza. Un truc qui t'énerve quand tu ouvres une déclaration mal remplie? Les montants pré-remplis qui sont pas bons. Ta réaction quand tu vois une crypto non déclarée? C'est chaud. La chose la plus importante à vérifier avant de valider sa déclaration? Le petit récap, qu'on n'ait rien oublié, et surtout le RIB, si c'est toujours le bon et que c'est pas celui de son ex. Ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit « ça sert à rien, tout est déjà pré-rempli ». T'as envie de payer de l'impôt sur des montants que tu connais pas? Un mythe sur les impôts que tu veux casser tout de suite? L'expatriation, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Ta fierté numéro 1 avec Impôt Assist? La reconduction de nos clients chaque année. Ta fierté numéro 1 en tant qu'entrepreneuse? La réussite et la bonne santé des boîtes. Ce que tu préfères dans ton métier de fiscaliste? La transmission. Et si tu pouvais donner un seul conseil fiscal à toutes les Françaises et à tous les Français? De bien suivre l'actualité juridique et fiscale. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, dans ton parcours d'entrepreneuse, franchement, j'ai envie d'arrêter, c'est vraiment trop dur? Et c'est quoi qui t'a fait tenir ou rebondir? Est-ce que tu n'as pas vécu une expérience peut-être un peu complexe où tu t'es dit, j'ai envie de tout lâcher là? Concrètement, c'est mon premier investissement immobilier. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'investir en étant encore étudiante et sans revenu, avec des mécanismes légaux évidemment. Et j'ai investi dans mon premier bien immo que j'ai mis en location meublée. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai investi avec les sentiments. C'est-à-dire que j'ai voulu, on va dire, acheter un appartement dont j'avais la vision. Je voulais absolument cet appartement avec la cheminée, en plein centre-ville, du parquet, etc. En fait, presque comme si c'était moi qui l'habitais. Sauf que je me suis laissée dépasser par toutes les petites choses que je n'ai pas forcément vues. Et ça m'a coûté cher parce que 3 mois après l'achat, le plancher de la salle de bain qui s'effondre et ma locataire qu'il a fallu reloger, faire marcher les assurances, ça a duré plus d'1 an et demi. Donc sans location, heureusement que j'avais un différé bancaire qui ne m'a pas mis, on va dire, dans le rouge. Et derrière, je remets tout en état. 3 mois après, ça recommence une autre infiltration d'eau. Et en fait, je me rends compte que lors des 2 premières visites de mon bien, j'ai pas fait attention à certains détails qui auraient dû finalement m'alerter. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je refais le chemin arrière, il y a des moments, je me dis, mais je vais pleurer, comment je vais faire? C'est de l'argent que j'ai mis dans la pierre, comment je vais m'en sortir? Ça a été très long et en fait, c'est le fait de discuter avec mes clients, avec des entrepreneurs, des investisseurs qui m'ont dit, mais Manon, ça, c'est notre vie de tous les jours. Bienvenue dans l'investissement IMO, tu prends des risques et voilà. Donc aujourd'hui, il est toujours là, cet appartement. Bientôt en vente. Oui, bientôt en vente parce que justement, je veux plus en entendre parler. Mais ça a été ma première expérience et finalement, j'ai tout eu avec cet appart et c'était pas plus mal parce que finalement, ça m'a endurci complètement. Et aujourd'hui, avec le retour que tu as, est-ce que tu réinvestirais dans le même appartement avec l'expérience et le retour que tu as? Non, absolument pas. C'est quoi que tu regarderais aujourd'hui quand tu rentrerais dans un appartement où justement, parce que tu as dit des conseils aussi sur les réseaux par Ouais. rapport à ça, s'il y a
a un conseil ou deux conseils que tu peux donner? Non, en fait, il faut être hyper, rationnel et prendre un certain recul, être détaché de tout sentiment. En fait, je crois quand on est dans l'investissement, c'est ce qu'il faut faire et c'est justement par rapport à ce que j'ai vécu que j'ai sorti une checklist et globalement, ça reprend toutes les choses qu'il faut vérifier et c'est vrai que tout ce qui est infiltration d'eau, c'est le problème numéro un dans les biens immo et en fait, ça se décèle assez Mais facilement. c'était un vice caché? Oui, je Ouais. pense. Malheureusement, en fait, en France, quand on signe un acte notarié, c'est très, très difficile d'agir en vice caché. Moi, j'ai fait le choix de ne pas agir, OK. par manque de temps et parce que je sais que les procédures sont longues et pas forcément positives. Bah, merci beaucoup pour cette, cette anecdote.